Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Sarah qui est arrivée à Montréal à ses 17 ans dans le cadre de ses études. Après l'obtention de sa maîtrise à HEC, Sarah a rejoint le groupe L'Oréal en tant que planificatrice de la demande depuis bientôt 3 ans. Si elle est aujourd'hui parfaitement intégrée à la culture québécoise et au marché de l'emploi, ça n'a pas toujours été le cas et aujourd'hui on va partager un maximum de tips pour s'intégrer plus rapidement. Salut Sarah, ça va ? Oui, ça va super bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer un peu plus en détail que je viens de le faire? Bien sûr, donc pour tout le monde à l'écoute, donc moi je m'appelle Sarah, j'ai aujourd'hui 26 ans, donc ça fait 9 ans que je suis arrivée au Québec. Je suis arrivée juste après mon baccalauréat que j'ai eu en France, je viens d'une toute petite ville dans le sud qui s'appelle Narbonne. Je suis venue directement après ça pour mes études à HEC Montréal. Puis je me suis établie après ici par la suite et je pense rester. Génial. Donc tu es arrivée en 2014 pour faire tes études à HEC en administration des affaires. Tu as eu ton bac d'abord qui correspond à une licence, un bachelor, c'est ça? Exactement. Puis tu as obtenu ta maîtrise. On sait que HEC, c'est une école très réputée ici à Montréal. Comment ça se passe quand on est étudiante à HEC au niveau des cours, au niveau de l'ambiance, au niveau des autres étudiants? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton expérience à HEC? Donc moi, la première chose, c'est qu'il y a deux manières de rentrer à HEC quand on est un étudiant étranger. La première manière, quand on rentre au bac, c'est de faire l'année préparatoire intégrée, ou alors de rentrer directement en première année. Pour les gens qui pensent à faire le bac à HEC, je recommande quand même de faire l'année préparatoire. Ça n'a rien à voir avec une année prépa comme on l'entend en France, et c'est vraiment pour ça que moi je suis venue ici. La première année, dans le fond, on est vraiment juste avec des étudiants qui sont internationaux. Donc, il y a vraiment toutes les nationalités. Puis, c'est vraiment une année de transition. Donc, on a énormément de cours comme... Dans le fond, le système québécois est un petit peu différent. Il y a 2 années de plus au lycée sur lesquelles les étudiants vont pouvoir faire des cours un petit peu plus spécialisés. Donc, il y a notamment des cours de maths, des cours de comptabilité, des cours d'économie, etc., que nous, on n'a pas la chance de voir au lycée. Donc, cette année-là, elle permet vraiment de, entre guillemets, rattraper le retard des étudiants internationaux. Donc, on a des cours de maths, des cours d'introduction, ne serait-ce même à la culture québécoise, des cours en anglais, des cours un petit peu d'économie, qui nous permettent en fait de nous remettre à niveau. Puis, de manière un petit peu implicite, cette année-là, elle nous permet aussi de nous mettre de vraiment nous habituer à la nouvelle manière de travailler. Donc ici au Québec, la manière d'étudier est vraiment différente de celle française. Il y a énormément de préparation qui se fait avant les cours. Le professeur va passer rapidement sur le cours, puis il va nous laisser la chance de poser nos questions. Et après ça, on a très peu de devoirs après la fin de la session de cours. Du coup, c'est quand même un petit peu un changement pour les étudiants qui sont habitués surtout au système français. Du coup, mine de rien, cette première année-là, elle nous permet vraiment de nous mettre à niveau aussi sur les méthodes de travail canadiennes et de pas arriver en première année et avoir le choc culturel, la nouvelle école, des cours vraiment d'université, etc. à gérer en même temps. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ensuite, on passe en première année. Puis là, en première année, pour vous donner une idée, on est mélangé avec, je pense, à HEC, c'est 3000 étudiants versus 300 en année préparatoire. Puis là, par contre, on est mélangé avec tout le monde, toutes les nationalités, y compris une grosse majorité de Canadiens québécois.
Et il y a quand même une marge, très sincèrement. Les HEC, ça a aucun rapport avec HEC Paris, mais c'est quand même une école qui a des hauts standards Mhm. en termes de classe et de notes. Donc, bien que les profs soient super gentils, super à la disposition des étudiants, etc., il y a quand même une certaine excellence qui est attendue des étudiants. Donc, c'est pour ça que l'année préparatoire, moi, je la recommande énormément parce que ça va vous permettre de vous vraiment faire une introduction au système canadien. Puis, moi, ça a vraiment facilité après ça mon passage en première année. Après, sinon, en termes d'ambiance, etc., en première année, en année préparatoire, c'est super convivial. On n'est qu'avec des étudiants étrangers, donc souvent les gens n'ont pas de famille ici, donc les liens se font très forts. Mais c'est qu'avec des étudiants étrangers, il n'y a pas de Québécois, donc c'est quand on arrive en première année, on est content d'avoir notre groupe, mais c'est super difficile de s'intégrer dans les Québécois qui, eux, arrivent avec tous leurs amis du cégep, tous leurs amis d'enfance, qui ont déjà leur famille, qui prennent pas nécessairement de temps pour comme s'intégrer avec les étudiants étrangers, qui sont super gentils, mais eux, ils ont déjà leur vie ici, puis parfois c'est un peu dur de passer dans la case amis proches. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est les associations. On retrouve, comme de fait, beaucoup d'étudiants français aussi, puis d'étudiants internationaux, mais moi, c'est ça qui m'a vraiment qui m'a vraiment permis de passer dans les cercles en fait québécois. C'est vraiment de m'intégrer au niveau des associations, donc c'est du bénévolat. C'est super cool. J'ai fait plein de projets. Ça m'a vraiment permis de me faire un réseau. Après ça aussi, on pourrait en reparler plus tard, mais vraiment un gros réseau de contacts professionnels à Montréal, en plus de vraiment m'intégrer dans la culture, travailler avec des Québécois, travailler sur des projets à Montréal. C'est vraiment chouette. Donc, ça aussi, je recommande si vous avez l'occasion de vous intégrer, peu importe votre âge, peu importe ce qui vous intéresse, même dans des clubs de sport. Mine de rien, autour de vos passions, je suis certaine que vous allez réussir à vous faire des amis montréalais ou québécois. Est-ce que tu peux travailler à côté de tes études? Est-ce que tu travaillais à ce moment-là à côté de tes études? Alors, ça dépend des visas qu'on a. Je peux pas m'avancer pour tout le monde. Moi, sur le visa étudiant que j'avais le droit de travailler à temps partiel. Donc, j'ai rapidement trouvé un emploi. J'ai fait un petit peu de tout. Le plus facile, c'était de travailler avec HEC parce qu'ils proposent plein de jobs étudiantes qui sont en plus super bien payés. Puis c'est juste à côté de chez toi quand tu habites dans le quartier étudiant. Puis souvent, ça te met en relation avec des profs. Donc, c'est chouette de travailler avec des gens qui vont t'ouvrir plein de portes puis qui t'apprennent plein de choses. J'ai fait du secrétariat, j'ai fait un peu d'organisation d'événements, je faisais des visites guidées. Puis c'est sûr que tous ceux qui vont travailler en restauration, vous travaillez énormément avec les Québécois. Puis ça peut être super chouette pour briser un peu les normes de la culture. Comme j'ai travaillé en restauration pendant 2 ans, puis comme moi, je me rappelle, mon premier choc, ça a été quand je me suis retrouvée pendant une heure de pause avec une jeune fille qui travaillait avec moi, qui était québécoise, puis qui me dit ben là, Sarah, reste pas debout, là, tire-toi une bûche. Puis j'étais là, me tirer une bûche, choquée. Puis elle a vu genre un peu le trouble dans mes yeux. Elle était comme, ben, prends une chaise, assieds-toi, tu vas pas rester debout. On a comme 30 minutes de temps libre, donc assieds-toi, profite, on va être debout tout le reste de la soirée. J'étais là, ah, une chaise, d'accord, cool. Excellent. Tu disais qu'il y avait une bonne relation avec les profs, qu'ils étaient vraiment là pour vous aider. Est-ce que après, quand tu as eu fini tes études, ils ont pu justement activer leur réseau pour t'aider à trouver un job? Une job, comme on dit ici. Ouais, non, franchement, oui. Que ce soit au niveau des conseils, j'ai énormément de profs qui m'ont donné des conseils pour réussir à m'intégrer sur le marché québécois. Ils nous recommandent énormément d'entreprises, ils nous donnent beaucoup de noms, ils font venir aussi beaucoup d'intervenants en classe, donc c'est plus facile de connecter avec quelqu'un quand tu lui écris sur LinkedIn en disant bah, bonjour, je suis étudiante à HEC, je vous ai vu dans le cadre de la présentation sur la logistique UET Uber. J'aimerais vraiment, j'étais super intéressée, tu sais, j'aimerais vraiment voir si vous avez des stages ou quoi, comme les gens, ils peuvent rapidement nous replacer. Puis ben là, c'est drôle en plus que tu en parles. La semaine dernière, j'ai été recrutée par un de mes anciens profs qui aujourd'hui, en plus d'enseigner, est vice-président dans une entreprise, puis qui bâtit une nouvelle équipe. Et il m'a écrit en me disant, ben voilà, j'avais beaucoup aimé notre collaboration parce qu'en plus, j'avais été son assistante de cours, donc on avait vraiment travaillé beaucoup ensemble. Et il m'avait dit, j'aimerais vraiment ça te recruter. Tu sais, je sais que tu es chez L'Oréal en ce moment, mais si tu es ouverte à la discussion, j'aimerais vraiment qu'on aille prendre un café pour que je puisse te parler de mes opportunités d'emploi. Ça pourrait être vraiment cool. Donc ouais, vraiment
HEC en tant que quantité, mais énormément de ressources à la disposition de ces étudiants pour leur garantir des possibilités d'emploi à la fin de leurs études. Mais les profs aussi, de manière individuelle, font vraiment tout leur possible pour nous préparer à la suite, puis pour mettre un peu leur carnet d'adresses à notre disposition. Donc c'est vraiment chouette. Ah ok, c'est cool. C'est pas juste, comment dire, un tampon sur le CV, c'est vraiment une vraie aide pour la suite. Ça t'a vraiment aidé. Oui, vraiment. Puis sur énormément de points, même sur l'immigration, je sais que HEC a un site avec toutes les étapes pour les étudiants. Donc d'ailleurs, si vous êtes étudiant, peu importe que vous ayez à McGill, à Concordia, à l'UQAM, franchement, référez-vous au site d'HEC. Il est mis à jour en live à chaque fois qu'un nouveau règlement sort. Et c'est applicable pour n'importe quelle école. Donc pour tous les étudiants qui souhaitent venir au Canada, commencez à regarder ou pour les mamans et papas qui font les démarches pour les enfants, comme moi, ça a été le cas pour moi. Ma mère, elle avait imprimé toutes les pages, elle avait pris des annotations, mais je sais que j'ai une copine à moi qui est venue à McGill en même temps et sa mère se référait aussi au site parce qu'il est vraiment fiable. Ok, bon à savoir. Mais moi j'ai une question, je suis curieuse. Ça consiste en quoi d'être assistante d'un prof, c'est ça? C'est ce que t'as fait? Exactement. Donc, je l'ai fait en fait dès ma première année. Dans le fond, c'est des profs qui te remarquent en cours parce que souvent, t'es bon ou bon élève, puis tu es relativement à l'aise à parler. Et en fait, il y a plusieurs volets. Ça dépend un petit peu des profs, ça dépend un petit peu des cours que tu vas assister. Mais ou bien c'est être présent en cours avec le prof et répondre aux questions. Donc, dans les cours qui sont très interactifs, le prof peut pas nécessairement être présent pour les étudiants. Il y a quand même 60 étudiants à gérer. Donc, pour l'assister, souvent, un ou deux assistants sont là pour aider à répondre aux questions, puis pour orienter les discussions de groupe et vraiment aider le prof à gérer les questions de sa classe. Sinon, dans des cours où est-ce qu'il y a énormément de volume de copies, ça peut être aussi de la correction de copies avec de la consultation. Donc, je sais que quand je faisais de l'assistance en gestion des opérations, je devais être présente sur le campus à certaines heures dans un petit bureau et en fait, les étudiants pouvaient rouler dans mon bureau puis pour me venir me poser leurs questions pour les examens. Et après, je corrigeais des devoirs, je faisais des corrections aussi de gros examens, etc. pour aider les profs parce que quand il y a 9 ou 10 classes d'étudiants qui passent la même matière en même temps, les profs sont trois. Ça fait un gros volume de copies, donc on les assistait aussi dans ça. Puis c'est pas mal ça. Puis c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est une super opportunité et comme un premier pied à l'étrier, je trouve, pour ceux qui voudraient peut-être donner des cours ou être formateurs pour plus tard. Vraiment. Puis ça m'a vraiment appris à être pédagogue. C'est bête, mais encore aujourd'hui, des fois, on me dit, ah, ben, tu voudrais pas faire la formation, tu es à l'aise à l'oral, tu t'expliques vraiment bien. Puis c'est pas venu nécessairement naturellement. C'est que j'ai tellement répété les mêmes choses que j'ai appris à faire comprendre aux autres. Puis c'est bête, mais surtout en gestion des opérations, pour moi, c'est évident parce que je suis passionnée par ça, je suis très bonne, j'ai une aisance là-dedans. Mais la gestion des opérations, ça parle pas à tout le monde. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, je me retrouve confrontée à des gens qui viennent du marketing et qui ont un peu ce qu'on appelle gentiment la pensée magique, parce que juste, ils se rendent pas compte des contraintes réalistes que nous, on a. Et au final, avoir expliqué la gestion des opérations à des gens qui comprenaient pas du tout ce que c'était, bah, ça m'a aidé aujourd'hui à un peu traduire les mots que j'utilise quand je m'adresse à quelqu'un qui est pas du tout du même milieu que moi et qui a pas du tout les mêmes réalités. Donc au final, ça m'a vraiment beaucoup aidé, même après, enfin, dans mon travail aujourd'hui. Ouais, en plus d'être pédagogue, ça t'a appris un peu à vulgariser et à expliquer simplement ce que tu fais. Exactement. Puis c'est quand même bien payé. Après, HEC paye vraiment bien ses étudiants. Donc c'est sûr que enfin, quand même une job étudiante, mais on est payé plus que salaire minimum. C'est des super conditions. Les profs, souvent, ils sont super sympas avec nous. Donc, parce qu'ils sont bien contents qu'on les aide aussi dans leur correction de copie, etc. Donc, moi, j'en garde une excellente expérience. Tu travailles plus proche des profs aussi, donc c'est sûr que quand tu travailles dans le domaine où tu veux travailler après, moi je sais qu'aujourd'hui je serais super à l'aise de retourner vers un de mes profs pour une conférence ou pour un conseil ou pour n'importe quoi. Là, c'est sûr que ça te rapproche vraiment beaucoup d'eux. Tu disais précédemment que aujourd'hui tu es pleinement intégré, mais que ça n'avait pas toujours été le cas, parce que tu faisais peut-être référence notamment à tes études. Comment tu as fait pour réussir à t'intégrer au-delà justement des jobs que tu as fait étudiant, puis du réseautage, puis grâce à HEC? Quels conseils tu donnerais pour s'intégrer plus facilement quand on est français et qu'on arrive ici à Montréal?
pense que ça passe vraiment par toutes les activités extrascolaires ou extra-professionnelles. C'est vrai que comme moi, j'ai mis presque 4 ou 5 ans là, à m'intégrer puis à avoir des amis québécois. Au début, c'était que des étudiants internationaux. Puis moi, le déclic pour moi, ça a été une association à HEC. J'en ai fait beaucoup, j'ai été beaucoup avec des étudiants internationaux et tout d'un coup, je suis rentrée dans une association qui était plus petite et là, j'étais qu'avec des Québécois. Genre que des Québécois. J'étais la petite Française, je débarquais, j'avais pas le même accent, pas les mêmes expressions, pas les mêmes références. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes super bienveillantes qui m'ont vraiment adoptée. Et c'est encore mes amis aujourd'hui, je les vois encore très, très régulièrement. C'est devenu vraiment mes amis très, très proches ici. Le fait de pas se retrouver dans un environnement, enfin le fait de se retrouver dans un environnement parce que les gens avaient envie de donner de leur temps, ça a vraiment fait la différence parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive ici, les gens, quand on arrive à l'université ou même pour les gens plus tard, ben, les gens, ils ont déjà leurs amis, ils ont déjà leur famille, ils ont déjà leur vie, etc. Donc, ils sont pas nécessairement ouverts à faire rentrer des nouvelles personnes dans leur entourage. Et c'est super difficile de passer la barrière du ben, collègue de travail ou ben, voilà, de la copine d'université. C'est super difficile de vraiment créer des liens parce que ces gens-là, ils vont en cours et hop, après, ils vont travailler, ils rentrent chez eux ou ben voilà, ils sortent du travail, puis ils ont leurs enfants, ils ont leurs amis à eux déjà à retrouver, puis c'est difficile. Donc, les gens qui, pour moi, se sont le mieux intégrés, c'est les gens qui sont allés ben, voilà, faire du sport ou s'intégrer dans des chorales ou dans des activités vraiment extra, où est-ce que les gens sont rassemblés autour d'autre chose qui va vraiment les lier et qui va permettre après de passer vraiment à la prochaine étape, on va dire, et de vraiment devenir amis avec ces gens-là. Je pense que c'est un super conseil parce que c'est vrai que ça peut être un peu un choc culturel d'ailleurs qui revient souvent. En tant que francophone, on a du mal à connecter plus, comme tu le dis, avec des Québécois ou des Canadiens. Et donc de faire des activités justement extra en dehors d'un cadre bien défini, que ce soit scolaire ou professionnel, ça peut permettre justement de faire des brises-glaces finalement, d'être dans un autre cadre ouais, sportif. Je pense que c'est un très bon conseil que tu viens de donner, ou dans justement des chorales ou dans des activités, je sais pas, manuelles, ou même s'investir dans des assos pour être bénévole. Je pense que ça fonctionne très bien pour rencontrer du monde et réseauter, ou alors juste se faire de nouveaux amis. Vraiment. Puis, je pense aussi que malheureusement pour nous, les Français n'ont pas forcément une très bonne réputation à Montréal. On a la réputation d'être snob et d'être très arrogant. Donc, moi, ça a été de démystifier ça aussi au travers de l'humour. Donc, de pas me concentrer sur les choses sur lesquelles on était différentes parce que, bon, évidemment, l'accent, c'est sûr que moi, au début, je faisais répéter les gens, mais au lieu de le prendre en mode, ah, excuse-moi, j'ai pas compris, ou ah, est-ce que je peux te faire encore répéter, c'était vraiment en mode, bah écoute, j'ai vraiment pas compris, je suis vraiment désolée. Puis presque, je trouvais un moyen un peu de m'en amuser, mais en me moquant un peu de moi-même, surtout pas en me moquant de l'autre, et toujours en disant, ah là, mais j'ai l'oreille dure, hein, décidément, ces Français, ils comprennent rien à l'accent québécois. Et tout d'un coup, les gens, ils vous trouvent sympathique, et comme on rentre pas dans le cliché de, ah ben c'est une Française, elle comprend pas l'accent parce que j'articule pas, ou parce que, ah là là, les Français de France, ils comprennent pas, ben, tout d'un coup, les gens, ils sont un peu plus à l'aise, ils commencent un peu à plaisanter avec vous et ça ouvre une porte. Faut vraiment être patient, puis tranquillement, en fonction de votre personnalité, je suis sûre que vous allez trouver une manière de connecter avec les gens autour de vous. Là, je peux pas croire que c'est impossible. Très bon conseil, l'humour, je pense, mais il faut pas non plus en abuser parce que il me semble que des fois, pareil, choc des cultures, on n'a pas forcément le même humour et des fois on peut peut-être un peu trop en abuser, mais comme tu dis, il faut, je pense, bien doser pour que ça passe. Oui, je suis d'accord. Parlons de L'Oréal. Tu as Oui. d'abord été stagiaire en gestion des opérations en 2018, puis 2 ans après, tu y retournes à temps plein cette fois-ci et tu montes les échelons jusqu'à devenir planificatrice de la demande. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience au sein de L'Oréal? Donc, moi, j'ai été repérée de manière un peu atypique ou pas atypique. J'imagine que ça dépend, je sais pas, mais j'ai été repérée au travers d'un événement à HEC que j'organisais. Donc, c'était une foire au recrutement, euh, purement dirigée gestion des opérations. Donc, c'était que des gens qui venaient chercher des stagiaires ou des jeunes gradués d'HEC dans le but de leur offrir un premier contrat de travail. Et en fait, c'était en équipe, mais je faisais partie du comité organisateur de cet événement-là.
Et donc, on avait accès forcément à tous les participants et donc à toutes les équipes de réseautage, etc. Et donc, conseil numéro un pour tous les étudiants ou même pour les personnes, je veux dire, qui sont confinés aux études depuis un bout, toutes les foires étudiantes, tous les foires au travail, c'est des super endroits pour rencontrer des gens. Euh, la majorité des gens que je connaisse ont trouvé des emplois au travers de ces événements-là, surtout à HEC. Pour le coup, il y a des foires quasiment tous les mois sur des sujets différents, que ce soit spécialisé, plus large pour les plus juniors, donc pour les plus jeunes années ou pour ceux qui terminent. Donc renseignez-vous, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Euh, Puis moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, juste avant cet événement-là, le recruteur de L'Oréal est venu me parler, puis il m'a dit, écoute Sarah, j'ai adoré travailler avec toi cette année. Je voudrais vraiment pas que tu ailles voir de la concurrence aujourd'hui, donc j'aimerais signer en fait un contrat, j'aimerais te faire une offre. La condition, c'est que bah, voilà, tu n'ailles pas faire du réseautage ce soir. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier stage en fait. C'est juste en travaillant avec un des recruteurs qui m'a bien aimé, qui a aimé ma personnalité, qui m'a dit, bah voilà, j'aimerais vraiment te faire rentrer avec moi. Mais il y a pas mal d'autres personnes qui ont été recrutées ce soir-là dans le même événement et avec qui j'ai fait mon premier stage. Et en fait, à la suite de mon premier stage, pour le coup, chez L'Oréal, je ne veux pas dire stage égal emploi parce que je pense que ce serait une grosse généralisation et c'est pas forcément le cas. Je voudrais pas décevoir des gens, mais en même temps, euh, en opération, c'était quasiment ça. On nous avait dit il y a des places, il y en aura toujours. C'est un domaine émergent où est-ce qu'il y a beaucoup de postes qui s'ouvrent. Donc, il y a très régulièrement des postes qui sont mis à disposition et il n'y a pas assez de gradués pour remplir le, le nombre de besoins en fait en gestion des opérations à Montréal. Donc, on nous avait dit si jamais votre stage se passe bien, c'est quasiment sûr que vous aurez une offre d'emploi par la suite. Donc, de mon côté, j'ai fait mon premier stage. J'ai décidé de retourner à la maîtrise. Quand je suis arrivée au niveau de la moitié de ma maîtrise, j'avais besoin de faire un projet supervisé, donc l'équivalent d'une thèse. Puis en fait, ben, fallait rentrer en entreprise. J'ai activé un petit peu mon réseau et j'ai même pas eu le temps de passer des entrevues que le recruteur Laurel était déjà de retour dans mes messages en me disant, attends, comment ça tu cherches? Pourquoi tu m'as pas écrit? Genre, je pensais que c'était clair que tu revenais chez nous. Et je lui avais dit, ah bah pardon, peut-être je regardais pour aller ailleurs. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de négociation qui se donne. Je te refais un contrat, tu reviens avec nous. On va être beaucoup trop content de te revoir. On va te faire un truc génial. Ton projet va être super, etc. Donc, je suis retournée dans le cadre d'un deuxième stage, mais un peu plus poussé vu que j'étais à la maîtrise à ce moment-là. Et dès que je suis sortie de la maîtrise, c'était juste avant le Covid. Le recruteur m'a dit, écoute, je veux pas que tu me refasses le coup d'aller voir éventuellement ailleurs, donc je te signe maintenant pour l'année prochaine. Donc j'ai signé en décembre alors que je terminais ma maîtrise qu'en mai ou avril de l'année d'après. Et il m'a dit, je signe pour août, comme ça tu prends des vacances avant de venir, t'as pas de pression, mais au moins moi je sais que tu reviens dans nos équipes l'année prochaine. Et malgré le fait que le Covid ait frappé entre-temps, je me suis inquiétée, je me suis dit, mon Dieu, ils vont briser mon contrat, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et finalement, pas du tout. Ils me sont revenus en disant, non, 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 au contraire, on est prêt même à t'embaucher plus tôt parce qu'on a vraiment besoin de ressources en ce moment. Les opérations, c'est compliqué. Donc, on aimerait vraiment que tu rentres plus tôt. Du coup, j'ai même commencé avec un mois d'avance, je crois. Donc, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ah, mais c'est génial quand ça se passe comme ça. Et puis, de la chance, je sais pas, t'as fait tes preuves, t'as mérité ta place, t'as montré que t'en voulais, que t'étais capable de faire les missions qui te demandaient et que t'étais performante. Donc, je trouve que c'est cohérent, quoi. Donc, tu dois être trop fière de ton parcours quand même. C'est sûr que ça a été du travail, mais j'ai eu de la chance aussi, c'est sûr, parce que je suis tombée sur le bon recruteur avec qui je me suis bien entendue, qui m'a vu travailler. Puis non, franchement, je suis super contente. Ça pouvait pas mieux se passer. Ça, mine de rien, avoir signé avant de terminer ma maîtrise, ça a enlevé beaucoup de stress aussi. Bah oui, j'imagine. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là non plus, donc vraiment, je suis très très contente. Pour une personne qui n'aurait pas fait de stage chez L'Oréal, quel conseil tu pourrais donner, par exemple, si elle obtient un entretien? Est-ce que, je sais pas, il y a des choses à mettre en avant plus que d'autres? Est-ce que tu as des conseils à donner pour réussir un entretien ou obtenir un job, une job?
À HEC, on nous forme énormément sur les entretiens, donc j'ai 1 milliard de conseils à vous donner, c'est sûr. Pour faire court, je pense qu'il ne faut pas essayer de cacher la personne que vous êtes. C'est super important de montrer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous vendre comme quelqu'un d'extraverti, de super sociable si vous ne l'êtes pas. Par contre, c'est super important d'arriver préparé. Il y a des questions inévitables que vous devez être capable de maîtriser, telles que nomme-moi deux qualités et deux défauts. Il faut savoir répondre à ce genre de questions correctement. Je suis sûre que vous allez trouver plein de conseils en ligne, mais pour moi, la clé, c'est vraiment la préparation. Il faut savoir ce que vous voulez, pourquoi vous appliquez ici, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé. Faites des recherches sur l'entreprise. Chez L'Oréal, les valeurs d'entreprise, elles sont marquées en gros sur le site. C'est très facile de replacer au détour d'une phrase que voilà, l'entrepreneuriat, c'est une valeur importante, que vous trouvez que c'est une entreprise qui favorise les projets, etc. C'est très facile de replacer les valeurs d'une entreprise dans un entretien, mais ça implique d'avoir fait des recherches et d'être préparé. Donc voilà, c'était le petit tips pour les entrevues. J'aime beaucoup ton conseil sur les valeurs parce que je l'utilise aussi d'ailleurs dans mes entrevues et ça fait toujours plaisir aux entreprises on prouve qu'on a fait des recherches, qu'on est capable de ressortir des informations qu'on a vues du site internet. Donc ça prouve aussi qu'on est capable de faire de la veille, de s'intéresser, d'être curieux, de s'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc je trouve que c'est vraiment un super conseil. Et en plus, comme tu le dis, c'est facile à appliquer et à placer lors de l'entrevue. C'est pas tout le monde qui le fait, pourtant je trouve que c'est simple. Je pense que ça dépend beaucoup du domaine aussi où on cherche. Il y a des entreprises qui cherchent beaucoup des besoins techniques. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de manière de se préparer. C'est on connaît ou on connaît pas. Des entreprises, très sincèrement, L'Oréal, c'est une entreprise qui est technique, certes, mais qui est aussi une entreprise qui est très orientée vers la personne, vers l'humain. Et du coup, ce qu'ils appellent le fit, donc qui est vraiment les soft skills, qui est vraiment tout ça, la manière dont on va s'intégrer dans l'entreprise, c'est très important. Donc pour toutes les entreprises comme ça, il y en a énormément, je pense Danone et comme ça, Gropure aussi, enfin en tout cas on pourrait en nommer énormément. Toutes les entreprises qui sont orientées vers la personne, c'est important que vous soyez en mesure de démontrer comment vous allez vous intégrer et donc comment est-ce que les valeurs de l'entreprise vous rejoignent. Et donc pour ça, il faut les connaître. Mm, mm. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu vois à partager justement pour faire un peu la différence en entretien? Je pense que ça c'est vraiment le plus gros conseil que j'ai. Après, c'est vraiment, je sais que c'est difficile, mais rentrer pas trop stressé. Moi, je suis une anxieuse dans la vie, donc je parle, je parle, je parle quand je suis stressée, donc c'est terrible en entrevue. Mais je pense que vous allez sentir si vous connectez avec le recruteur ou pas. Si vous connectez pas, c'est pas grave. Juste essayez de garder en tête c'est quoi vos points forts, puis faites-vous un prep talk avant de rentrer. Ok, je suis bonne, je suis capable, j'ai un bon diplôme, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Il n'y a pas de raison que je leur plaise pas. Après, ben voilà, on y va. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités à d'autres endroits. Puis il faut pas se décourager. Puis toujours garder, je pense, genre une humeur positive pendant l'entretien. Je pense que ça fait une différence. Les gens qui s'accablent pas quand ils sentent que ça se passe pas bien. Après, la gestion du stress, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que pour moi, je compense par la préparation. Franchement, c'est ce qui marche le plus pour moi. J'adore tes conseils parce que c'est vrai que, effectivement, être positive, je trouve que c'est vraiment un super conseil parce que ça permet vraiment de se conditionner. Comme tu le dis, je vais réussir, je vais y arriver, j'ai des compétences, j'ai des expériences. Donc, je pense que c'est pas à négliger et que c'est vraiment important de vraiment mentalement se projeter aussi et de faire un maximum de recherches sur l'entreprise. La préparation, je pense que c'est 80% de l'entretien. Ouais, je suis 100% d'accord. Après, il y aura toujours peut-être des profils qui ont plus d'expérience, qui ont, je sais pas, qui arrivent peut-être plus à se vendre. Mais comme tu le dis, c'est pas grave si c'est pas cette entreprise-là, il y en aura d'autres. Oui, puis tu vois, moi je suis une extravertie, je suis à l'aise à l'oral, je pense que je m'exprime quand même bien. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis toujours dit, ah c'est sûr qu'une personnalité comme moi sort mieux en entrevue. Et pourtant, vous seriez surpris de savoir le type de personnalité que vous trouvez chez L'Oréal. Il faut faire confiance aussi aux gens qui ont cette expertise-là. Les personnes qui sont en ressources humaines, les recruteurs qui font ça depuis longtemps ils sont capables de voir aussi au détour de votre personnalité. Donc, vous dites pas, oh mon Dieu, je suis timide, donc ça passera pas. Pas du tout, parce que être timide, c'est pas forcément un point négatif. Au contraire, comme être plus calme, être plus posé, être capable de construire un raisonnement, c'est parfois plus ce qui va être recherché par un recruteur. Puis
construire une équipe que d'extravertis, que de personnes qui sont des fonceurs, des grands parleurs, etc. Ça marche dans le commerce, peut-être, oui, pour des gens qui vont aller, des représentants en cosmétique ou quoi, peut-être que ça marche, mais je suis certaine que, en tout cas, nous, dans les opérations, on a des personnalités beaucoup plus variées que ça. Puis je pense pas que tout le monde a passé la même entrevue. Je pense que les recruteurs ont vu des choses différentes dans chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment important de garder en tête que on cherche pas. Je pense pas qu'une entreprise cherche un type de profil. Tu sais, ça me fait penser des fois, à l'issue des entrevues, t'as des tests de compétences de personnalité. Et c'est toujours compliqué, je trouve, en tout cas pour moi, parce que bah, t'as envie de répondre en fonction de ta personnalité, mais la question, je trouve, elle t'induit un peu en erreur. Par exemple, tu es plutôt, justement, comme tu disais, tu es plutôt fonceuse ou tu es plutôt du genre à prendre ton temps pour la réflexion. Bah, je trouve que c'est bizarre parce que, par exemple, moi, je me situe entre les deux. Donc je sais jamais quoi Si. répondre parce que évidemment j'ai un temps de réflexion parce que bah, je dois peser tous les pour, tous les contre. Mais il faut aussi foncer pour bah, qu'il y ait des actions, que le projet il se développe, qu'il avance. Donc je trouve que c'est des questions toujours difficiles à répondre. Je sais pas ce que t'en penses. Et je pense que c'est toutes ces nuances-là qu'un recruteur qui va vous faire rayonner en entretien avec un recruteur parce que je pense que c'est bien d'être capable aussi d'ajuster votre personnalité en fonction de la Mm. situation. Puis Mm. c'est super difficile. C'est sûr qu'on aura toujours tous des tendances à aller dans une direction. Mais moi aussi, il y a des moments où est-ce que je vais être fonceuse parce que je suis sûre de moi et j'ai pas de temps à perdre. Et il y a des moments où est-ce que je suis vraiment pas certaine de la situation, j'ai besoin de plus d'informations. Je vais prendre un step back, je vais demander autour de moi c'est quoi la vie des autres, je vais aller chercher d'autres expertises. Donc c'est ça que vous devez montrer en entrevue. C'est OK aussi de pas arriver en entrevue puis de répondre noir ou blanc. Et alors j'ai une dernière question par rapport à ça. T'as des warnings ou t'as plutôt des choses à pas faire au niveau des recruteurs? C'est ça, je disais, pas arriver préparé, pour moi, c'est aussi très compliqué, surtout sur des questions alors sinon, la réponse à la question, présente-toi, et vous arrêtez à lire votre CV ou à simplement votre nom, puis le nom de votre chat, ça fonctionne pas. Il faut aller un petit peu plus loin. Souvent, justement, c'est une question très tricky et c'est une question test. Le recruteur, il a lu votre CV. Ben, normalement, s'il a fait son travail correctement, il a lu votre CV avant de se présenter en entrevue. Par conséquent, ce qu'il essaie à chercher avec cette question, c'est de voir si vous êtes à l'aise d'ouvrir une discussion, comment vous allez l'ouvrir, puis qu'est-ce que vous allez amener. Donc, il ne faut pas trop y penser non plus. Une petite blague, ça fait le tweak parfois si vous vous sentez à l'aise. Petite pause publicitaire pour te dire de t'abonner, quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes. S'il te plaît, abonne-toi, mets-moi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Et si tu as envie de m'écrire un gentil petit commentaire, mon Instagram c'est Chippy au Canada. Ou si tu as envie de participer et de partager ton histoire, bah écris-moi sur Instagram ou sur LinkedIn si ça te tente plus. Mon nom c'est Hélène Caracas, Hélène E2LEN et Caracas comme la ville. Je te laisse avec la suite. Mais juste rester sur, bah, je sais pas, bah voilà, moi je m'appelle Tara, j'ai 26 ans, bah c'est marqué sur mon CV, d'accord. Est-ce que tu es capable de me dire autre chose? Ça peut être sur vos passions. Essayez de garder toujours en tête, si vous êtes sportif, ben voilà, vous êtes rigoureux, vous avez un esprit de compétition. C'est un bon moyen. Si vous aimez la poterie, bah, c'est que vous avez un esprit créatif et vous avez de la patience. Il y a plein de choses que vous pouvez induire au travers de vos passions qui vont vous permettre d'ouvrir la discussion avec quelque chose qui n'est pas nécessairement marqué sur votre CV noir sur blanc. Alors, tu fais bien de parler de la présentation parce que j'ai passé des entrevues il y a quelques mois. Je me suis présentée pendant peut-être 4 minutes où j'ai déballé mes expériences, mes compétences et je pense que j'ai été trop dans le détail et à la fin, le recruteur m'a dit bah ça a duré 4 minutes, c'était un peu long et je voulais pas que tu me déballes. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, hein, bien sûr, il a arrondi les angles. Mais dans l'idée, c'était ça. Je voulais pas que tu me déballes ton CV. Je voulais juste que tu me dises qui tu es toi. Je sais pas, je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants, j'adore le kayak. Il voulait plus une réponse comme ça. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un décalage, où il y a un choc culturel entre le Québec et la France, parce que en France, en tout cas, je trouve, on a vraiment l'habitude d'être très formel. Est-ce que tu trouves qu'il faut être moins formel ici quand on se présente justement dans ce créneau un peu de 2 minutes? Ah, c'est une question très difficile parce que c'est une balance à trouver. C'est qu'il faut être un peu moins formel, mais en même temps, il faut garder en tête que vous êtes en entrevue. Et c'est pour ça que moi, je me dis, est-ce que ce que je lui apporte a une valeur ajoutée? Donc, lui dire j'ai 2 enfants, etc. Bon, c'est du personnel, c'est sûr que, je veux dire, ça apporte toujours votre statut familial, etc.
Mais j'essaie toujours de placer un petit élément qui va lui permettre d'ouvrir la discussion éventuellement sur quelque chose de plus professionnel. Donc, par exemple, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je suis à Montréal depuis 10 ans. Tu sais, par exemple, j'adore faire de la pâtisserie, ça répond vraiment beaucoup à mon besoin de perfection quand je fais de la décoration. C'est très bête, mais trouver une manière un peu plus subtile de l'amener, mais vraiment de déjà en fait vous placer en mode entrevue quand même. C'est très difficile de trouver le juste milieu. Ok, je vois. Oui, il faut quand même rester professionnel parce que justement, on peut avoir tendance à se dire, oh, ben, vu que c'est moins formel que par rapport à la France, directement en général, le tutoiement, on peut avoir tendance à relâcher un peu alors qu'en fait, non, justement, c'est maintenant que ça se joue. Dernière question sur L'Oréal, c'est pour ma curiosité personnelle. Est-ce qu'on a des échantillons, des réductions, des pourcentages quand on travaille chez L'Oréal? Alors, comment je vais expliquer ça simplement? Donc, dans mon métier actuel, en tant que planificatrice de la demande, non, on ne reçoit pas d'échantillons parce qu'en soi, j'ai pas besoin d'avoir le produit dans les mains. Les échantillons vont quasiment systématiquement aux équipes marketing parce que eux travaillent vraiment sur le produit en tant que tel. Donc, ils ont besoin, pour tout plein de raisons, d'avoir le produit vraiment physiquement dans les mains. Donc, eux reçoivent toutes les collections en avance, tous les nouveaux produits, etc. parce que ben, ils ont vraiment besoin de voir le produit, puis ça leur permet aussi de le présenter à nos clients pour voir si éventuellement les clients le prennent ou pas, enfin pour tout plein de raisons. Quand j'étais en approvisionnement, il y a eu une époque où est-ce qu'on avait des échantillons, parce que même chose quand tu gères les stocks, c'est bien d'avoir le produit en main, tout simplement parce que ça nous permet de voir la taille, la forme, aussi l'étiquetage. Parfois, pour des raisons légales, on a besoin aussi de se référer à ce qui a marqué derrière sur l'étiquette. Donc, on a besoin de vraiment d'avoir le produit en main. Maintenant, depuis quelques années, on n'en a plus, tout simplement parce que ça générait énormément de gaspillage au niveau des produits. Donc maintenant, la manière dont c'est fait, c'est qu'on passe des réquisitions. C'est-à-dire qu'au lieu de tout recevoir automatiquement, donc par exemple, sur le Real Paris, on a lancé True Match qui est 54 shades. J'ai pas besoin d'avoir les 54 shades en main. On s'entend que c'est la même étiquette avec juste un numéro qui change et peut-être un composant de couleur qui change à chaque fois. Ben, à la place, en fait, ce stock-là, il arrive dans l'entrepôt et on va tout simplement faire une réquisition pour en demander une. Normalement, c'est pas à usage personnel, c'est à usage vraiment professionnel. Maintenant, c'est sûr que c'est arrivé plein de fois que voilà, quand j'ai rendu service à mon marketing, ben, ah bah tiens, on va te, tu sais, est-ce que tu veux essayer le nouveau rouge à lèvres? On te le donne, tu sais, c'est pour toi. Donc ça, c'est très chouette. Sinon, c'est sûr qu'on a 50% de rabais, je pense, sur l'ensemble du catalogue L'Oréal. Donc même les produits de luxe, etc., au travers de la boutique. Donc ça, c'est très chouette. Et sinon, on va aller pour les amateurs de cosmétiques, pour les familles nombreuses qui utilisent beaucoup de shampoing, ou pour juste les gens qui ont envie de se faire plaisir à Noël avec un beau parfum. On a les ventes privées. Donc, vous pouvez, je pense, regarder Vente Beauté L'Oréal, je pense 4 fois par année. Et là, par contre, c'est un gros déstockage. C'est que des produits à rabais. Donc, ils sont vendus à très bas prix. En tant qu'employé, nous, on a un 50% sur ce très bas prix en plus. Donc, si vous arrivez à trouver un contact qui peut vous amener, c'est vraiment chouette. Bon à savoir en tout cas. Ça fait bientôt 10 ans que tu es au Canada, si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu dirais à la Sarah d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que je dirais à la Sarah d'il y a 10 ans? C'est une très bonne question. C'est très philosophe. Ouais, je lui dirais que ça va bien se passer. C'est un peu cliché, mais comme je vous disais tantôt, je suis quand même quelqu'un d'anxieuse. Puis autant de changements, surtout que j'ai pris la décision de venir au Canada un peu sur un coup de tête. En tout cas, mon intuition me disait que ce serait une bonne idée. Ça a quand même été beaucoup de changements, laisser ma famille à l'étranger, etc. Je suis toute seule, j'étais mineure, quand même très inquiète. Puis juste me dire que ben ça va bien se passer. Puis juste y aller au feeling, puis se faire confiance. Ma mère m'a toujours dit, hein, si ça va pas, tu reviens, puis écoute, c'est tout, c'est le pire qui puisse t'arriver. Là, tu vas revenir en France, puis ça va très bien se passer aussi. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Je pense que c'est important aussi de se dire que ben, si ça n'a pas fonctionné, ben, c'est pas grave, ça arrive. C'est aussi OK de changer de direction ou d'essayer autre chose. C'est vraiment le message que j'essaie de passer au fil de certains épisodes. Et c'est bien de faire une piqûre de rappel, c'est qu'il y a des gens qui veulent absolument réussir leur expatriation, et c'est tout à leur honneur, bien sûr. Mais des fois, ça se passe pas comme on l'avait imaginé, parce qu'on avait des idées en tête, parce qu'on avait des images de comment ça allait se passer, puis finalement la réalité est tout autre, et ben c'est pas grave, on peut rentrer au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ou faut accepter que bah c'est peut-être pas fait pour nous aussi, quoi. Et comment tu gères toujours la distance avec ta famille qui vit pas ici? Alors ça, c'est la partie, je pense, avec l'hiver, la plus compliquée que j'ai. Je suis très, très proche de ma famille. J'ai un petit frère et une petite sœur qui sont plus jeunes.
On est tous un peu à droite à gauche. Mon frère est au Portugal, ma sœur est dans le sud de la France, mes parents vont bientôt déménager au Maroc. Du coup, c'est très compliqué. Moi, ça passe par beaucoup de communication. D'ailleurs, ça va faire presque 3 semaines que j'ai pas vu maman. C'est sûr que je vais me faire disputer quand je vais l'appeler. Mais normalement, ça s'appelle quasiment toutes les semaines. Au début, c'était vraiment contact presque constant, puis tranquillement, on s'est détaché, puis je prenais le temps aussi de rassembler mes histoires pour quand je l'appelle, puis quand je l'appelle, on passe 4 heures au téléphone. Je pense que ça dépend un peu de chacun. Ça, c'est encore la partie que je trouve très difficile aujourd'hui et que j'ai clairement sous-estimée. Parce que quand je suis partie de France, j'avais 17 ans, donc forcément, comme tout enfant de 17 ans, je pense, j'étais un peu en conflit avec mes parents. Rien de gros, mais j'avais besoin d'émancipation. Et en fait, quand je me suis retrouvée toute seule ici, je me suis dit, ah ouais, mais j'avais peut-être pas besoin d'être aussi loin non plus. Mais c'est ça, c'est une habitude à prendre, c'est se reformer un cercle ici aussi. J'ai la chance d'être quand même très bien entourée, donc je pense que c'est ça aussi qui rend les choses un peu plus faciles. Puis je suis en contact presque constant avec mes parents, là, comme j'essaie de les appeler très régulièrement, je leur écris, on me donne des nouvelles, on s'envoie des photos. Et c'est vrai que c'est la partie la plus difficile. Dernière question, c'est quoi tes prochains projets personnels et professionnels? Là, chez L'Oréal, je viens tout juste d'avoir mon poste de planificatrice de la demande, donc c'est sûr que je vais sûrement rester là un petit bout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'aimerais ça après par la suite éventuellement aller dans un poste de management, donc éventuellement ou bien un poste de team lead ou de manager. Je sais pas, quelque chose qui me donne un petit peu de défi dans ce point-là, ou je sais pas, sur un projet spécial. Je suis super ouverte, je suis pas fixée sur une idée. D'un point de vue personnel, ben, j'ai mon chéri ici qui est québécois. On aimerait bien acheter une maison, mais c'est très cher. Donc là, on travaille fort pour mettre de l'argent de côté, puis pour éventuellement s'acheter quelque chose. Puis on aimerait acheter quelque chose à retaper. Donc vraiment, on appelle ça un flip, là, mais quelque chose qui est vieux, puis qu'on transformerait complètement pour en faire quelque chose de neuf, puis de cool. Ok, et peut-être l'obtention de la citoyenneté, puisque tu as obtenu récemment ta RP. Oui, mon Dieu, je suis contente. Ça a été fastidieux, mais pas trop long, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais oui, pas pour tout de suite les démarches d'immigration. Là, je pense que c'est bon, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent. Puis ça a été beaucoup de démarches, beaucoup de stress, beaucoup d'étapes. Donc là, je pense que je vais prendre un petit break. Mais oui, à un moment donné, peut-être la citoyenneté. Si tu as un seul conseil pour terminer cet épisode, ce serait lequel? Si j'ai juste un message à passer aux gens, c'est vraiment de pas se décourager, essayer de vraiment s'ouvrir aux activités, aux gens. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Puis il faut juste rester super ouvert à ces opportunités, à ces expériences, puis aux gens. Puis si jamais vraiment ça fonctionne pas, ben c'est, comme on disait tout à l'heure, it's okay to go back. Là, comme c'est pas une défaite, c'est juste que ça, c'était pas le bon moment. Merci Sarah pour ton partage et merci d'avoir pris place derrière le micro, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Hélène, pour l'opportunité. C'était très chouette. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. C'est parti pour les 3 choses à retenir de cet épisode. La première, Sarah l'a dit, c'est que c'est important de faire du bénévolat, de s'investir dans des assos en arrivant au Canada parce que ça va permettre de connecter, de réseauter avec des Québécois. Parce que c'est vrai qu'ici le bénévolat est vraiment plus valorisé qu'en France. La deuxième chose, prépare au maximum tes entrevues comme on dit ici. C'est tout bête d'aller sur le site internet et dans la rubrique carrière de l'entreprise et de regarder un petit peu comment elle se vend, comment elle vend sa marque employeur, quelles sont les valeurs de l'entreprise. C'est tout bête de les ressortir lors des entrevues et ça fait plaisir aux recruteurs parce que ça montre que tu as fait des recherches, que tu as fait de la veille, que tu t'es vraiment intéressé à eux et que t'es pas juste arrivé là pour te vendre tes expériences. Tu te projettes déjà avec eux en ressortant les valeurs et tu peux dire bah voilà, les valeurs d'innovation, d'engagement, d'esprit d'équipe, elles font sens pour moi parce que, et tu donnes un exemple, ça fonctionne bien. Troisième et dernier conseil, bien préparer la question lors des entrevues. Pouvez-vous vous présenter? C'est pas une question qui est évidente, pourquoi? Parce que soit on a tendance à pas assez en dire, à pas assez développer notre présentation, soit on a tendance, un peu comme moi, à trop en dire, à tout déballer. Là, l'objectif, c'est de faire une courte présentation avec une ouverture à la fin pour donner envie aux recruteurs de vous poser davantage de questions. Je pense que vous pouvez ouvrir sur soit vos passions, soit vos hobbies. Si, voilà, comme le disait Sarah, vous aimez la pâtisserie, si vous aimez le sport, on cherche davantage à matcher avec une personnalité. C'est comme un match Tinder. Si, par exemple, vous aimez faire du basket,
et qu'une autre personne de l'équipe aime faire du basket, bah c'est tout bénef parce que vous allez bien vous entendre. Parce que des soft skills, ça ne se change pas, ça s'améliore pas avec le temps. C'est soit on les a pas malheureusement. Et le recruteur le remarque directement. Alors que les hard skills, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps. Donc généralement au Canada, ils vont dire bon bah attention, je tiens quand même à préciser que ça dépend évidemment du métier et du secteur d'activité, mais dans de nombreux cas, les recruteurs vont se dire bon bah il pourra apprendre sur le tas, il pourra obtenir une formation en interne et il apprendra. Alors que les soft skills, si vous n'avez pas d'esprit d'équipe, vous l'avez pas, c'est comme ça. Merci pour ton écoute, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur l'investissement immobilier à Montréal avec Maxime Gaumont. À Toto comme on dit à Montréal.